Sidibé, ancien Premier ministre malien, sous Amadou Toumani Touré. L'avenir du Mali, la paix, la sécurité, la stabilité et le développement sont ses préoccupations. Il est actuellement président des Forces alternatives pour le renouveau et l'émergence du Mali, Faré Anka Willy, et il est avec nous pour nous apporter son regard, sa vision sur la situation politique et sécuritaire du pays. Rencontre. Modibo Sidibé, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est la première fois que le Mali a à sa tête un président et un vice-président, une première dans l'histoire du Mali indépendant. Le colonel-major à la retraite et ancien ministre de la Défense, Bandao, devient président de la transition et son cadet d'une trentaine d'années, le colonel Assimi Goïta, président du SNSP, devient son vice-président. Un compromis qui équilibre les rapports de force entre le SNSP et la CEDEAO dans un contexte sécuritaire plutôt dégradé. Modibo Sidibé, vous aviez le profil idéal pour cette transition. Que pensez-vous de l'ex-ministre de la Défense Bandao, désigné président de transition par la junte, et que pensez-vous de ce compromis qui semble équilibrer les rapports de force entre le SNSP et la CEDEAO? Je me demande si c'est sous cet angle-là qu'il faut prendre cette question de rapport de force entre la CEDEAO et le CNSP, ou plutôt s'il faut penser quel avenir pour le Mali, qu'est-ce que ça représente pour le Mali, pourquoi nous en sommes arrivés à une transition. Je crois que c'est la question la plus importante. Et qui doit faire cette transition? Pour notre part, nous nous sommes battus au sein du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, face à une gouvernance qui était tout à fait erratique, non adaptée. On n'avait aucune vision, aucun projet au programme pour faire face au Mali en crise, dans ses multiples dimensions, dans sa complexité. La sécurité s'est dégradée, l'économie s'est dégradée, la population se fait et l'insécurité s'installait sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui que le mouvement du 5 juin, qui est une révolution citoyenne, a été parachevé par l'intervention des militaires le 18 août, nous disons à ce moment-là que c'est l'occasion, que nous recherchons depuis fort longtemps, d'être dans une véritable transition politique. Une transition qui puisse permettre au Mali de pouvoir refonder sa démocratie, de relégitimité son État, de pouvoir créer un horizon commun, de pouvoir procéder à un renouveau citoyen de manière à ce que on soit véritablement dans un Mali redressé, qui joue parfaitement son rôle dans la sous-région en tant qu'État. Maintenant, il faut des organes de transition. Donc aujourd'hui, ce qui nous semble le plus important, c'est que nous puissions effectivement, avec la CEDEAO, sortir de la compréhension du coup d'État classique, de transition classique, pour bien comprendre que la question du temps, la question du contenu, la question du pourquoi d'une transition sont les questions les plus prépondérantes si nous voulons que le Mali vainque les vulnérabilités structurelles qui ont jusqu'à présent affecté sa stabilité. Donc je crois que moi, je ne parlerai pas des rapports de force avec la CEDEAO, d'avoir une architecture de la transition qui soit véritablement tournée vers la refondation de notre pays. Mais que devient cette révolution citoyenne qui a marché les 5, 19 juin, 19 juillet, réclamant justement ce renouveau de la gouvernance, un renouveau de la démocratie? Le mouvement citoyen qui s'est développé, c'est justement aller à la conquête de cette gouvernance. C'est aller à la conquête d'une autre lien de confiance entre les citoyens et l'État. Parce que si on ne tisse pas d'autres formes de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, nous avons bien peur que notre développement, notre démocratie soit constamment pris en otage. Et alors qu'il n'y a aucune fatalité à ce que le Mali se donne des alternatives. Donc le combat du M5, c'était d'ouvrir une autre phase de notre démocratie, accorder à une gouvernance nettement plus renouvelée et qui est en phase avec ce qui se passe en Afrique. Vous vous rappelez des ballets citoyens, vous vous rappelez des mouvements qui ont eu lieu dans différents pays où les jeunes, notamment, ont commencé à porter ces besoins, je dirais, cet appétit d'une autre gouvernance, cet appétit d'une autre État, de notre État. Ce qui était demandé, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime, c'était simplement pour stopper la spirale dans laquelle se trouvait le Mali, une spirale tout à fait
catastrophique pour notre pays à terme, et enclencher un processus de redressement qui passe par un processus de dialogue et une discussion endogène pour que le Malien se donne un projet commun, un horizon commun, pour redresser le pays au point de vue sécuritaire, au point de vue économique, répondre par un projet commun, une compréhension commune aux enjeux écologiques, aux enjeux de la démographie, aux enjeux de l'éducation, aux enjeux de la jeunesse qui aujourd'hui est confrontée à énormément de problèmes. Et sortir également du cycle infernal de la pauvreté, de l'insécurité, d'une croissance dont le profil n'est pas créateur d'emplois et qui aujourd'hui jette sur les voies de la Méditerranée tant de jeunes Maliens et d'autres jeunes Africains. Est-ce que vous croyez que le Premier ministre et le président de transition pourront ensemble créer une dynamique sécuritaire? Vous savez, il y a une question qui est importante. Quand vous parlez de dynamique sécuritaire, vous parlez du président de la transition et du premier ministre de transition, nous parlons autrement. Aujourd'hui, la transition doit reposer sur un socle consensuel de dessiner le projet dans lequel ils veulent voir leur pays progresser. Vous avez parlé de la dynamique sécuritaire. Moi, je ne parlerai pas de la dynamique sécuritaire au cœur de la transition, mais de remettre le peuple au cœur de la transition autour d'une double dynamique. Une dynamique des urgences du direct terme, dans laquelle le volant de la sécurité pourrait être pris en compte, sécurité physique, mais également sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, etc. Et de l'autre côté, dans un volant à court et moyen terme, conduire toutes les réformes structurelles dont le pays a besoin pour se redresser sa démocratie, revoir son modèle économique, revoir son environnement. Donc, c'est cette double dynamique des urgences, des réformes structurelles qui devraient permettre d'aller vers ce Mali nouveau que le mouvement du 5M aime seulement. Nous avons 1 200 km². Il nous faut également repenser notre géographie, la remettre au cœur de toutes nos politiques par un aménagement du territoire consensuel, prévisible, équitable, qui permette à chaque citoyen, pour y avoir participé, de savoir qu'il est partie prenante de l'ensemble des infrastructures qui vont se développer dans les années à venir et où qu'il se trouve, il se sent appartenir au Mali. Il y a quand même la levée de l'embargo qui est problématique en ce moment, imposée au lendemain du renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août, et qui a terriblement affecté, vous le disiez en début d'interview, les commerçants, de manière générale, privés depuis plus d'1 mois des échanges financiers et commerciaux avec les pays de la CEDEAO, les pays voisins. C'est quelque chose à régler maintenant par rapport au climat actuel. En attendant, ce que nous, Maliens, nous voulons, c'est que nous ayons cette considération pour nous, qu'on nous donne la chance, en levant les sanctions, en contrepartie d'un certain nombre d'éléments qu'ils ont déjà annoncés, que ce soit le président civil et le premier ministre civil, et qu'on redonne ainsi la possibilité pour le Mali de s'engager véritablement dans la voie du développement, de jouer sa partition parce qu'ils sont venus en Afrique. Le Mali n'entend pas non plus être un arrière-pays en termes d'intégration dans cet espace-là. Nous avons des potentialités, nous avons des flux économiques, nous avons des transformations à mettre en place par rapport à nos potentialités, etc. Je voudrais ajouter à cet égard-là que le Sahel, comme le Mali, a besoin d'aménagement. Il ne faut pas limiter la crise du Sahel. Il faut tenir compte de l'autre rivage qui est le Sahara. Et que c'est dans ce cadre-là, régional et transrégional, il faut aborder les questions de résolution dans la durée de la crise au Sahel, qui est à la fois économique et qui est à la fois sécuritaire, mais profondément économique et des questions de développement. Pour que nous soyons dans la durée, il faut prendre ça en compte. Le Mali a besoin d'aménagement de son territoire, l'espace sahélien a besoin d'aménagement et il faut des passerelles entre ces deux bords-là, Sahara et Sahel, où on peut développer véritablement une économie, un développement qui mettrait l'ensemble de notre région à l'abri d'un certain nombre de dérives telles que nous le connaissons aujourd'hui au point de vue sécuritaire. Il y a un besoin de répondre aux questions d'éducation, aux questions de santé, aux questions d'emploi, d'avoir une adéquation de notre modèle économique avec l'expansion de nos potentiels. La présence de militaires français et onusiens depuis 7 ans au Mali est contestée par une partie de la population. Pourtant, le colonel Assimi Goïta disait très récemment, lors de la fête nationale, « Nous demandons à la population malienne de soutenir les forces armées de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion aussi pour moi de demander à la population de soutenir nos partenaires avec la force Barkhane, la MINUSMA, la force G5, la force Takuba. » Alors, une question, la France doit-elle rester au Mali?
nous avons des rapports historiques avec la France. La première construction de défense et de sécurité première, c'est les forces armées et de sécurité qui doivent être refondées. Ça veut dire simplement que nous créons une atmosphère dans laquelle nous pouvons travailler à la sécurité de la sous-région, à notre sécurité, en ayant, nous, la ferme conviction que l'agenda que nous allons tracer, c'est cet agenda dans lequel la communauté internationale doit nous soutenir. Et c'est ça qui est très important, ces opérations. Donc ça, c'est absolument important. Comprendre aussi que la constitution de ces forces armées de sécurité, du Mali comme de la sous-région, doivent être adossées également à une construction de nos États. Ce sont des États forts, des États solides, des États relégitimés avec une autre gouvernance qui sont à même de soutenir les efforts à la fois nationaux et à la fois de coopération en matière de sauvegarde de la sécurité et en matière de développement dans l'ensemble de la sous-région. Oui, donc j'ai bien compris votre vision et votre potentiel plan d'action. Vous parliez quand même d'un soutien, vous n'êtes pas fermé au soutien donc de la France, l'offensive de la Turquie et de la Russie dans d'autres pays d'Afrique en ce moment. Que pensez-vous éventuellement d'une aide de la Russie et de la Turquie au Mali? Je voudrais d'abord qu'on apaise une chose. La coopération entre la Russie et l'ancienne Union soviétique et le Mali, ça date pas de maintenant. Ça date depuis plus de 50 ans. Alors, arrêtons ça. Deuxièmement, le Mali a le choix de choisir sa coopération. Dans le cadre tout à l'heure de la construction de notre système de défense, de le rendre plus opérationnel, de l'adapter aux efforts d'une guerre asymétrique, nous avons besoin d'avoir des coopérations. Le Mali prendra là où il faut ce qui lui convient le plus dans ce dispositif sécuritaire. Je crois qu'il n'y a aucun problème sur cela. Cela n'empêche nullement qu'il y ait une vision stratégique de partenariat avec la France sur des intérêts convergents, je dis bien des intérêts convergents partagés, dans le respect mutuel de l'identité des uns et des autres, et dans la nécessité de faire en sorte que, dans un partenariat gagnant-gagnant, il fait que le Mali recouvre davantage sa souveraineté, s'affirme davantage dans la gestion des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans des partenariats ficelés, cloisonnés, mais dans des partenariats ouverts, horizontaux, qui permettent à chacun de gagner sa part par rapport à ce qu'il veut comme objectif. Aspirez-vous un jour à devenir président de la République du Mali? Nous avions proposé un projet intitulé Mali Horizon 2030. La richesse du Mali, la richesse du continent, c'est sa jeunesse. Cette jeunesse, il faut lui donner la possibilité de s'exprimer. Il faut lui donner la possibilité d'être commandé. Il faut lui donner la possibilité de travailler et pour travailler, d'être éduqué, d'être formé dans son pays et d'avoir envie de travailler de façon solide. Voilà le Mali que nous voulons. Donc un Mali pluriel, un Mali qui, comme le dit pour nous, un Mali solide également, un Mali humain. Parce que nous sommes des humanistes profonds. Un Mali qui renouvelle avec sa culture, nous donne de la modernité dans son identité sans qu'il soit dans un retrait identitaire. J'espère que nous aurons la possibilité de faire en sorte que le Sahel redevienne ce qu'il était, un espace convivial, un espace de solidarité, un espace de tolérance. Une question importante, un certain nombre de présidents s'accrochent au pouvoir et briguent des troisièmes mandats, changent la constitution à loisir. Que pensez-vous de cela, puisque vous êtes attaché à la démocratie? La CEDEAO va forcément, à partir de la crise malienne, à partir aussi d'autres crises, évoluer forcément pour regarder son approche de la démocratie. En Guinée-Conakry, nous avons un opposant, Cellou Dalein Diallo, qui invite la CEDEAO à demander au président sortant, Alpha Condé, à ne pas se représenter. L'opposant Cellou Dalein Diallo est certainement dans son rôle. Il est certainement dans son rôle. Et pour la Côte d'Ivoire, si les opposants sont dans le rôle, je vous ai dit, moi je ne vais pas singulariser tel pays ou tel autre. Nous sommes soucieux de ce qui se passe dans tous ces pays-là. Nous sommes soucieux que la démocratie ne peut pas se satisfaire d'un remaniement constant de la Constitution. C'est quand la marche de la démocratie sur le continent doit se poursuivre et ne peut pas se satisfaire de manipulation autour des institutions ou autour des textes qui contre la démocratie.
Modibo Sidibé, merci beaucoup. Nous approchons de la fin de l'interview. Je vous en prie, c'est moi de vous remercier.